quand tu es une personne à mobilité réduite, Dieu te donne une intelligence. Ouais. Elle prend la bouteille, une bouteille de whisky qu'elle casse. Elle met ça ici. J'ai transcendé mon handicap. Ça veut dire j'ai enlevé ça de ma tête que je suis une personne à mobilité réduite. Parce que c'est que tu n'as pas les pieds, tu ne peux pas conduire. Le gars te fait un chantage permanent. Ouais. Quand tu me vois, je parle souvent fort là. Je parle fort parce que je suis beau. C'est parce que je suis crédible. À l'époque, quand je n'avais pas l'argent, aucune femme ne pouvait m'accepter. D'abord, la femme te dit que qui va aller présenter un handicapé dans sa famille pour que dire que donc, tous les hommes qu'il y a dehors là, c'est là les gens, c'est que tu as amené. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme au Gabon, supprimer les réseaux sociaux un temps soit peu pour discipliner cette jeunesse justement sur l'utilisation des réseaux sociaux? Non, chaque pays a sa façon. Depuis que tu es né, tu as vu Dieu. Pas encore. Tu ne vas même pas le voir, comment pas encore? Tu vas seulement voir Dieu quand tu vas mourir. Mais oui, je vais le voir. On dit que le salut est personnel. Quand tu ne sais pas s'il voit Dieu ou pas. Tu ne peux pas, ouais. Originaire de Boyo-Messela, conseiller régional du Sud, il incarne la nouvelle génération de leaders par sa capacité d'orateur et aussi à fédérer. Il s'appelle Raymond Mekamba, c'est notre invité en ce jour et nous sommes contents de l'avoir, journaliste et directeur de publication du Reporter Hebdo, c'est bien cela, le Reporter Sport, et il y a plusieurs casquettes que je n'ai pas mentionnées peut-être. Bonjour à Derek Amogo, et bonjour également à tes millions de téléspectateurs qui te suivent à travers ton postcard. Comme tu l'as si bien dit, je suis Raymond Mekamba, affectueusement appelé DP d'État, directeur de publication de plusieurs organes de presse, à savoir le Reporter Hebdo, le Reporter Magazine, le Reporter Sport, et il y a également le digital, nous n'avons pas oublié, parce qu'il faut être à l'affût de l'information. Exactement. Il faut être proactif. Nous avons également le reporter hebdo.info. Et le DNA, c'est le ADN Info. ADN Info. Mais pourquoi rassembler tout cela? Comment est-ce qu'on arrive à gérer tous ces médias quand on est un seul homme? C'est vrai qu'il y a toute une équipe, mais comment gérer tout cela? C'est quoi l'objectif d'avoir plusieurs médias comme ça? Je ne travaille pas seul, je travaille avec des gens. Si je te dis que Derek, je travaille seul, je me trompe. D'accord. Donc je travaille avec une équipe. Et l'objectif, c'est de saturer les internautes avec la bonne information. Parce que vous savez que c'est la désinformation qui a pris le pas dans notre pays. Et par conséquent, on a eu pensé à créer des médias sérieux qui peuvent donner la bonne information à tout temps, à tout moment. C'est comme ça que j'ai donc mis en place ces organes de presse. D'accord. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça au même moment? Est-ce que ça rapporte l'argent, ça nourrit son homme? Oui, mais je ne vais pas venir dire cela avec des personnes ne donnent pas l'argent. Non, ça donne énormément d'argent. Comment un directeur de publication? Les gens lisent moins aujourd'hui, les gens ne lisent pas beaucoup. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire de l'argent? Bon, quand vous êtes un directeur de publication sérieux, quand vous êtes crédible, vous pouvez traiter un sujet d'actualité qui concerne un secteur d'activité dans un ministère. Je prends un cas. Et puis, le ministre sectoriel est intéressé par l'article, de la façon dont tu as traité l'information, en guise de remerciement. Il peut dire, monsieur le DP, j'envoie quelqu'un te donner le carburant. Ce n'est pas pour me corrompre. C'est juste pour m'encourager par rapport au travail que j'ai eu à faire. Mais également, on n'est pas tendre également. On a également des ennemis parce qu'on frappe. On sait dénoncer quand il faut. On sait également apprécier quand il le faut. Mais est-ce qu'un journal vit des carburants? Non, le journal ne vit pas de ça. Vous savez qu'à l'époque, au départ, j'ai oublié également, j'ai une imprimerie. Imprimerie que j'ai mis d'abord en stand-by parce que ça prend beaucoup d'argent. Parce que les Camerounais ne savent pas, pour produire un journal,
et le mettre à la une, le mettre en kiosque, c'est les yeux la tête. Parfois, tu fais des semaines et des semaines, tu ne manges pas chez toi parce que tu dois produire un journal pour le mettre en kiosque. Mais tu laisses le journal en kiosque pour qu'on le vende. Exactement. Pour avoir les ristournes. Et les ventes sont très lentes. Et les ventes, ça ne passe même pas. Tu peux faire des ventes au cours de l'année. Tu peux faire des dépôts au cours de l'année dans des différents kiosques de la ville de Yaoundé. Derrick, je te dis que tu peux couler les larmes. Ah ouais. Un jour, quand je venais de commencer ce noble métier, j'avais l'enthousiasme, j'avais la niaque. J'ai dit que moi aussi, je veux faire comme j'ai l'imprimerie, non? J'ai commencé à produire, à imprimer mon journal parce que la partie, c'est que quand tu as l'imprimerie, tu imprimes ton journal toi-même. Tu as tes infographes, tu as les équipes, tu as les gens avec qui tu travailles. Je m'en vais laisser. Je fais le tour de Yaoundé, je laisse mon journal dans tous les kiosques de Yaoundé. Au bout de 3 à 4 mois, je décide donc d'aller récupérer mon dû. Tu vois ce qu'on m'a donné? Combien? 750. Oh non! Je te dis, incroyable. Je dis 750. Et un kiosque là, je ne voudrais pas l'exposer. Il m'avait donné 750. Les autres me disaient que non, on n'achète plus, on n'achète pas le journal. Les gens viennent seulement, ils lisent. Mais le gramme, c'est que qu'est-ce que les gens font parfois? Les gars arrivent en kiosque. Ils lisent seulement les grands titres. Les grands titres là. Ils lisent. Et puis ils connaissent le contenu, ils imaginent le contenu. Il y a même ceux qui photocopient. Oh non. Ils donnent 100 francs aux détenteurs de kiosque là. Ils donnent 100 francs, ils photocopient ton journal. Et lui, il garde les 100 francs. Et lui, le gars du kiosque, garde les 100 francs. Et je te dis, je vais te surprendre. Pour produire un journal de 12 pages, peut-être en hebdo, ou bien, bon, je prends mon cas hebdo, j'étais autour de 100 000 par édition. 100 000 par édition. Je suis même modeste. Je crois que ça part à 150 000 par édition. Waouh. Et hebdo, c'est chaque mercredi. Donc, imagine chaque semaine, un mois, 4 semaines. Tu dois faire 150 000 fois 4, ça fait combien? Ça fait 600 000. 600 000 par mois que tu dois dépenser pour un journal qui ne te rapporte même rien à la fin. Et tu remarques que tout le matériel qu'on utilise pour produire un journal, pour le mettre sur le papier format, le papier physique, l'encre et tout ce qui s'accompagne. Tout est importé. Tout est importé. Je dis tout est importé. Mais pourquoi persévérer et pourtant il y a tant de défis, tant de challenges? Quand tu es de la presse privée, tu ne peux pas tenir pendant longtemps. Mais il y a les subventions. Les subventions, ce n'est pas pour la presse privée. La subvention va... Si on va te donner l'aide à la communication qu'on donne généralement là, on te donne 2 millions. Je viens de te citer là que pour produire un journal, c'est 150 000 francs la semaine. Et à la fin, en un mois, c'est 600 000. C'est 600 000 francs CFA. Et puis au bout de l'année, on va dire que l'aide à la communication te donne 2 millions. Et dis-toi, ça résout quelque chose. Alors, il faut respecter les directeurs de publication là-dedans. Non, vraiment, il faut les respecter. Ce sont les réalités auxquelles nous tenons. Oui, les gens ne savent pas. Il y a des directeurs de publication qui ne mangent pas, qui ne rationnent pas chez eux. Est-ce que cela... Je finis d'Eric. Oui. Parce que il doit sortir le journal. Il doit donner l'information. On a l'amour de faire notre métier, mais on a les contraintes. Alors, je vous prends au mot. Il y a des directeurs de publication qui ne mangent pas. Est-ce que cela ne vous pousse pas à pencher la plume quelque part, c'est-à-dire à accepter des pots de vin pour pouvoir mieux nourrir son homme? Ceux qui sont faibles d'esprit, qui ne sont pas professionnels, c'est eux qui tombent dans ça. Qui tombent dans ce mauvais chemin-là, le chantage, qui acceptent les pots de vin. Mais quand tu es rigoureux, quand tu es professionnel, tu te dis, si c'est pour toi, c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, tu ne forces pas. BP d'État, on vous traite souvent d'être un homme de caractère, d'être un homme dans ses bottes, droit, difficile à corrompre, ou alors je suis difficile à corrompre. Je suis comme tu viens de le décrire. Je suis
on dit moralement propre. Ici, dans toute la ville de Yaoundé, vous pouvez faire le tour. Personne ne vous dira que le DP d'État me doit 100 francs. Alors, quelle est la routine, quelle est la discipline que vous mettez sur pied justement pour rester avec la probité morale. Avec la propreté morale et aussi une classe intellectuelle comme c'est le cas. Oui, mais c'est une discipline de vie. Hein. Oui. C'est une discipline de vie, on construit une image. D'accord. Si j'étais malhonnête, je n'allais pas être DP d'État. Ouais. Avec tout ce qui tombe là derrière, conseiller régional. Ouais. Les bandits ne sont pas les conseillers régionaux. D'accord. Pour moi, c'est une consécration de ma carrière. Mais il y a des bandits ministres. Non, je ne peux pas dire qu'il y a des bandits ministres. Je ne peux pas, il n'y a pas les preuves. Non, mais ils sont Kondengui. Non, ceux qui sont Kondengui, oui. Je ne peux pas dire s'ils sont bandits. Non, mais là, vous m'inquiétez. Non. Vous m'inquiétez parce que dans le journal... Derrick. On a dit partout que quel ministre a eu tel problème. Vous m'inquiétez. Derrick, je suis journaliste, je ne suis pas magistrat. Non, mais vous, les journalistes, vous relayez l'information, mais là, vous refusez de relayer l'information. Mais quand on relaie l'information, on est toujours au conditionnel. Parce qu'il y a souvent, il peut y avoir les erreurs de justice. Il y a des gens qui peuvent se retrouver là-bas pour rien. Vous m'inquiétez. Mais Derrick, on voit toujours ça, on voit ça au quotidien. Quelqu'un a été condamné, bon, on met quelqu'un en prison, on dit qu'il a volé. Après, peut-être 10 ans, on constate que c'était une erreur. Non, mais là, par exemple, bon, si moi maintenant, il vient dire qu'il est bandit, alors que la justice dit de moi qu'il n'est pas bandit, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est ce que la justice disait pour le moment. Maintenant, il y a eu d'autres preuves qui ont c'est pour ça que innocenté. Un journaliste parle au conditionnel. Ah ouais? Ouais. Il n'affirme pas. Vous avez su transformer les obstacles en opportunités et votre parcours est une source d'inspiration pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous aide, ou alors, qu'est-ce que vous a le plus aidé dans votre état physique? Je rappelle que vous êtes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous a le plus aidé à accepter cette condition-là? Bon, je vais te dire, ça c'est une très bonne question que j'aime. Je n'aime pas souvent parler de moi-même, mais quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais très bien. Alors, je suis né normalement. Je suis né normalement. C'est à l'âge de 8 ans que je suis paralysé par le polio sauvage. On appelle poliomyélite. Le virus polio sauvage. On appelle généralement poliomyélite. Et là, il me paralyse le pied droit. Donc, ce pied droit-là. Et je suis atteint par la poliomyélite. Donc, ça veut dire mes membres inférieurs sont paralysés. Je ne peux plus me déplacer. C'est à l'âge de 8 ans. Incroyable. Et ma maman qui est restée veuve à 26 ans, avait 6 enfants. À 26 ans. Avait 26 ans, avait 6 enfants. 6 enfants. Et qui venait de perdre son mari, mon père, le mon homonyme, qui était assassiné par une femme à Libreville. Parce que la petite histoire, parce qu'il faut que je te dise, je te mets le contexte. Oui, justement. Mon père vivait avec ma mère. C'est mon père qui amène ma mère à Libreville. Vers les années 72. Il me dit, je prends ma femme pour qu'elle vienne se débrouiller à côté de moi à Libreville. C'est comme ça que ma mère se retrouve à Libreville. Vous connaissez ce que les hommes font. Il amène une femme. Les hommes font quoi? Non, parfois il y a des hommes... je veux dire quoi, pas irresponsable, qui peut avoir plusieurs petites, peut avoir plusieurs femmes. DP, vous m'inquiétez encore. C'est de l'irresponsabilité. Non, attends, je vais aller. Hein? DP, dites les choses telles quelles. Bon, l'infidélité. L'infidélité. D'accord. Voilà, l'infidélité. Oui. C'est comme ça que, étant là-bas, mon père a ce qu'on appelle une petite. Et il fait, je crois, 2 ou 3 ans avec cette petite-là, une femme fan. Et entre-temps, il a déjà abandonné ma mère. Pour cette dernière. Pour cette dernière. D'accord. D'ailleurs, nous tous, nous sommes nés à Libreville, au Gabon. Ah, vous n'êtes pas né au Cameroun? Non, je suis né au Gabon. Et la maman, n'ayant pas assez de moyens, elle nous a envoyés au village chez la grand-mère. Comme elle ne pouvait pas s'occuper de nous tous là. Parce qu'elle souffrait également. Parce que son mari l'a abandonné. Il est parti vivre avec une petite. Et ma maman, donc, voyant que ça va de mal en pire, elle est partie se plaindre dans la réunion de la communauté des Gabonais.
Des Camerounais. Des Camerounais au Gabon. Oui, à Libreville. Pour dire que mon mari qui m'a amené ici à Libreville, au Gabon, il m'a abandonné. Il m'a abandonné avec les enfants. Il est parti vivre avec une femme. C'est comme ça que dans la réunion, on programme donc une grande réunion où mon père devra être là avec ma mère. Entre-temps, la petite en question est au courant. De la réunion. De la réunion, parce qu'elle est camerounaise. Elle est camerounaise, c'est une communauté camerounaise. Donc, elle est partie porter plainte là-bas. Donc, il faut convoquer tous les Camerounais. C'était une association des Camerounais. Il faut convoquer donc tous les Camerounais. Cette petite-là envoie donc son petit frère aller écouter ce qu'on va dire à la réunion. Quand mon père arrive à la réunion, ma mère se plaint. Tous les Gabonais, unanimement, disent à mon père que tu as fauté. Va retrouver ta femme. Tu as abandonné ta femme, tu as assez puni ta femme pendant des années. Va retrouver ta femme. Retrouver ta femme. Le petit frère de la petite qui était là, le gars sort, il va dire à sa soeur que quand tu es là, dès que ton type vient là, il va seulement chez sa famille, il ne revient plus ici. Il dit comment ça? Il dit que non, c'est la décision qui a été prise à la réunion. À la réunion. Il doit rentrer à la maison, retrouver son foyer. Dans une réunion, on boit, on mange, on danse. C'est comme ça que mon père s'est fait empoisonner. Non. Il a bu. Comme c'est festif, ils ont bu, il a mangé. Mais je crois qu'il a pris un peu de plus de verre. C'est d'ailleurs pourquoi moi je ne bois pas. D'accord, parce que vous avez peur des conséquences de l'alcool. Non, ça m'a servi de leçon. Oui, la mort de mon père m'a servi beaucoup de leçons. D'accord. Il y a certaines choses que vous ne faites pas. Vous avez quand même une hygiène de vie contraire à ce que vous avez vu. C'est comme ça que mon père, en rentrant donc, vient prendre ces choses pour recouvrer ma mère. La bagarre générale déclenche. Donc l'Andjumba, la petite, avec son frère, bagarre contre mon père. Dans la bagarre, la femme prend les talons aiguilles à l'époque, ça chauffait. Elle frappe ici, au niveau de la tête. Elle prend les talons aiguilles, elle frappe là, elle casse la tête. Elle prend la bouteille, une bouteille de whisky qu'elle casse. Elle met ça ici, ça sort de ce côté-ci. Incroyable. Elle prend encore la bouteille, la même bouteille d'Eric. Elle met ça au niveau de la gorge, ça descend jusqu'au ventre. On assassine donc mon père comme ça. Comment il faisait pour rester avec cette femme? Il n'avait pas vu ça auparavant? Il n'avait pas vu. Tu sais que on parlait de, vous voyez tout ce qui se passe là, avec les féminicides, tout ce qui se passe là. C'est comme ça que mon père est assassiné. À l'époque, à une époque en 88, les cadavres disparaissaient à Libreville. Parce qu'il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait pas, il n'était pas assez rigoureux. C'est comme ça à l'époque. Quand ils finissent de faire leur forfait, ils doivent donc aller jeter le corps de mon père à la morgue. C'est un Sénégalais, chauffeur de taxi, qui s'appelle Diallo. Il s'appelait Diallo. C'est lui qui reconnaît le visage de mon père parce qu'on l'a porté. On l'avait déjà emballé dans un gras imbibé de sang. Mais il reconnaît. Il dit que mais c'est pas Raymond ici. Tu sais qu'à Libreville, vous connaissez, c'est une petite ville. C'est une petite vous connaissez. Il dit que c'est pas Raymond ici. Ça, ce n'est pas le mari de Pauline. C'est comme ça que... Vous êtes alerté? Non, c'est comme ça qu'il va dire à ma mère que je viens de porter un monsieur dans la voiture là. Qui ressemble à ton homme. Qui ressemble à ton mari. Il dit quoi? Il dit amène-moi. Je parte à la morgue. Ma mère trouve mon père couché. Oh là là. En 88. Est-ce qu'elle ne se sent pas coupable quelque part? Non, c'était pas sa faute. Hein. C'était pas sa faute. Donc c'est comme ça. Ma maman n'ayant pas le moyen, on vient de vivre ce drame. Moi j'avais à peine 2 ans. On vient donc de vivre ce drame là et puis la maman décide de nous abandonner au village. Et quelques années après, je suis atteint par la poliomyélite. On n'a pas les moyens. Parce que si tu avais, à l'époque, s'il y avait les moyens, je n'allais pas être paralysé. Mais on n'avait pas les moyens. À l'époque, on négligeait. Tel qu'on m'a expliqué, c'était le genre à l'époque, j'avais un petit palu,
Et on m'a injecté. À l'époque, on utilisait une seringue pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Oh là là. À l'époque, ça se faisait. C'est pour ça qu'il faut remercier le président Paul Biya. Avec la panoplie des hôpitaux, les centres de santé. Parce que vous ne savez pas ce que la poliomyélite a fait dans ce pays. Les Camerounais représentent 3 millions de personnes handicapées. À mobilité réduite, je parle de personnes à mobilité réduite. À cause de la poliomyélite? Oui, ils représentent 3 millions. Quand on dit dans un pays, quand on dit que les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite représentent 3 millions, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez donc les dégâts que cela cause cette maladie. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés. Mais malgré cela, vous avez quand même allié élégance, charisme, style avec ce handicap. Dites-nous, c'est quoi le secret d'EPDETA? À l'époque, je voulais, pour couper, et puis pour que je redevienne comme je suis là, à l'époque, il y avait des foyers de l'Espérance tenus par des prêtres italiens. C'est le même monsieur qui a pour handicap. Vous avez fait une sorte de rééducation. Rééducation fonctionnelle. J'ai fait 8 ans de rééducation fonctionnelle là-bas. Assemblement Foyer de l'Espérance. 8 ans de rééducation fonctionnelle. Ça veut dire, le pied droit, tu pouvais mettre la lame. À l'époque, tu pouvais mettre la lame de la plante des pieds jusqu'à la hanche. Tu ne ressentais rien. Que Dieu me donne un cœur comme ça. Parce que les nerfs étaient morts. Il fallait réveiller les nerfs. Il fallait réveiller ces nerfs. Et à travers la rééducation fonctionnelle, ça a fait en sorte que ça réveille. Oui, ça coûte aussi les yeux de la tête. Il y avait déjà un peu de soutien. Non, la maman n'avait pas les moyens. C'est un foyer, je vous ai dit, c'est un foyer de l'espérance. Vous comprenez le mot, espérance. Et c'était tenu par les prêtres italiens. Qu'est-ce qu'on faisait? Dès que tu arrives là-bas, on te cherche une famille adoptive en Italie. C'est cette famille qui prend soin de toi. C'est comme ça qu'ils faisaient, pour aider les parents. Donc, la famille adoptive en Italie t'envoie l'argent et c'est cet argent qui permet qu'on t'achète les habits, qu'on te paye l'école, qu'on t'achète les béquilles, qu'on t'achète... En fait, jusqu'à que tu deviens un homme. Donc, j'ai fait 8 ans là-bas et après mes 8 ans, c'est pour ça que j'ai eu un petit retard au niveau de l'école. Parce que quand les autres partaient à l'école, moi, je faisais la rééducation fonctionnelle. Mais Dieu est fort, on a pu rattraper... Avec beaucoup de choses. En fait, la raison pour laquelle on va à l'école, c'est pour réussir dans la vie intellectuelle, savoir prendre la parole en public. Et d'ailleurs, en introduction, j'ai dit, vous avez cette belle capacité d'orateur. Comment est-ce que vous avez appris cela d'EPDETA? On apprend dans le temps. Dans le temps. Ce n'est pas comme par l'école. On voit également comment les autres s'expriment. On voit... Vous essayez de faire... On prend les cours, on lit beaucoup. Aussi. Moi, je lis beaucoup. Aussi. Je me cultive énormément. Ce que je ne connais pas, j'apprends. C'est une discipline. D'accord. Alors, DP, votre histoire est marquée par la persévérance. Quand on écoute l'histoire, on ressent de la persévérance. Quels sont les moments de votre vie qui vous ont donné plus de fierté malgré les défis? Je dirais quoi? Est-ce que tu peux bien pousser la question? Parce que là... C'est-à-dire, malgré les challenges, malgré les défis, quelles sont les situations de votre vie où vous vous dites « je suis fier d'avoir vécu cela, même si ça a été difficile ». C'est ce que Dieu a accompli en moi. Parce que quand vous n'avez pas la croyance, quand vous ne croyez pas en Dieu, quand vous ne voyez pas au quotidien ce qu'il fait pour vous, mais vous avez le moral au sol. Mais quand je vois les miracles qu'il opère au quotidien dans ma vie, je ne peux qu'avoir un moral d'enfer, un moral de fer, un moral solide. Parce que, je vais te dire, Eric, le plus dur, c'est de sombrer. D'accord. C'est le plus facile, c'est de sombrer. Parce que vous voyez les personnes handicapées, vous les voyez là à la poste centrale, vous les voyez partout en train de demander de l'argent, assis en bordure de route. Non. Et c'est ça qu'il faut éviter. J'ai transcendé mon handicap. Ça veut dire j'ai enlevé ça de ma tête que je suis une personne à mobilité réduite. Qu'est-ce que je me suis dit que je suis une personne valide. Que je suis une personne valide. D'accord. C'est comme ça. Et c'est à partir du village. Parce que vous mangez au village. On ne venait pas me donner la nourriture que bon, comme non. Mes petits frères disaient que bon,
Si on part faire la chasse là, on part tous en brousse là. Exactement. Si on part pour aller faire les arachides, je traverse le marécage. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, on m'a forgé. Ma grand-mère me disait que, monsieur, tu crois que tu es en bon voyage ici. Tu vas devenir un homme. Donc, moi, j'ai vécu au village et j'ai traversé les péripéties pour arriver aujourd'hui. Ce qui arrive juste là, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Parce que c'est une discipline, comme je l'ai dit, discipline de vie. Depuis d'État, RZC, le métier de journalisme demande déjà beaucoup de rigueur, de courage et aussi de discipline, on l'a si bien mentionné. Alors, lorsqu'on vit avec un handicap, cela ajoute une dimension supplémentaire, parfois invisible aux yeux des autres. Concrètement, dites-nous quels sont les défis que vous affrontez au quotidien en tant que journaliste en situation de handicap et comment parvenez-vous à les surmonter? Je te dis, être handicapé, c'est pas bien. Je ne peux pas soulever ça à quelqu'un. Parce que les gens, j'entends souvent à l'époque, on disait que les personnes handicapées, c'est les sorciers. Parce que quand ils n'arrivent pas à comprendre un phénomène, ils te créent de sorciers. Et je vais te dire, quand tu es une personne à mobilité réduite, Dieu te donne une intelligence. Ouais. Il multiplie ton intelligence fois 10, fois 20, fois 40. Ouais. Ça veut dire, comme tu es diminué par les membres inférieurs, toutes ces capacités, ces facultés-là, il envoie au niveau du cerveau. Ouais. C'est pour ça que vous voyez les personnes handicapées sont tellement intelligentes à l'école. C'est des gens qui sont capés, qui sont instruits, mais il y a des difficultés. Les gens qui nous commandent, ceux qui sont les dirigeants, ne pensent pas aux valides. Quand ils disent ne pensent pas aux valides, vous voyez un bâtiment comme celui-ci. Il doit avoir les rampes. Ça veut dire quand une personne à mobilité réduite sort de son véhicule, il doit prendre une rampe pour accéder rapidement à l'édifice. L'édifice, oui. Mais la majorité, ils ne pensent pas à mettre les rampes. Ils mettent les escaliers. Combien peuvent grimper les escaliers? Quand vous voyez les bureaux administratifs, on te donne rendez-vous peut-être au 3e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Une personne handicapée doit monter les escaliers jusqu'au 3e étage. Vous voyez qu'il y a les difficultés énormes. Il y a beaucoup qui abandonnent. Exactement. Et il y a des difficultés énormes. Aujourd'hui, moi, je peux conduire mon véhicule. Parce qu'à l'époque, j'avais des véhicules, mais j'avais des chauffeurs qui me faisaient le chantage. À chaque fois, oui. Ils te disent que si tu me parles fort là, je te conduis plus. Hein. Mais pourquoi tu parlais fort? Non. Quand tu es boss, tu peux dire au chauffeur que bon, on va quitter à 9h pour un rendez-vous. Le gars vient à midi. Bon, comment il vient à midi? Quand tu donnes de dire que monsieur, pourquoi tu es venu à midi? Il dit que bon, c'est la prochaine fois, si tu me parles, je ne te conduis plus. Comment c'est que tu as des difficultés? Tu te fais tout petit. Tu peux comprendre que tu voyages avec ton chauffeur pour un déplacement hors de la ville, mais tu vas souffrir. Tu dois donner l'argent de nutrition. Tu payes la chambre. Tu donnes l'argent pour la petite. Parce qu'il ne doit pas bouder. Il y a les frais de mission. J'ai dit qu'il ne doit même pas bouder parce que si tu te tends, tu vas caler où il est. Tu vas conduire comment? Parce que c'est que tu n'as pas les pieds, tu ne peux pas conduire. Le gars te fait un chantage permanent. Alors, comme j'avais souvent des véhicules manuels, je disais souvent que un jour vous allez être au chômage. Attendez. Et vous allez regretter. Vous allez regretter. Ce que vous me faites là. Alors, un beau jour, j'ai eu la grâce de rencontrer une personne handicapée. Il est directeur au ministère des Affaires sociales. Un jour, je cause avec lui, je lui donne mes difficultés. Il me dit que, mais tiens, attends, j'ai un appareil là qui me permet de conduire bien qu'autonome. Il dit que c'est où? Il me montre ça. C'est importé. Il a acheté aux États-Unis. Il dit que ça coûte combien? Il me dit ça coûte 3 millions. Il dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Je vais me battre, je vais acheter ça. Ça dépasse même un véhicule. J'ai acheté le manuel que tu vois là. Parce que pour les Français, c'est un peu cher. Pour les Français, c'est 6 000 euros. 6 000 euros? Oui. Et aux États-Unis, ça coûte combien? C'est 3 millions. 3 millions. 6 000 euros, ça te permet... c'est des véhicules adaptés. Donc, tout à main. En France. Mais aux États-Unis, c'est les kits que tu peux enlever sur ton véhicule. Une autre personne conduit le véhicule. On adapte ça dans la voiture. On adapte seulement. J'ai donc acheté ça.
Dès que j'ai acheté, le chômage a commencé. Il m'appelait chaque jour. Il dit que je vous ai dit que vous allez partir au chômage. Alors, DP d'État, c'est passionnant de vous écouter. Et quand on vous écoute, on dira simplement que vous avez plus de chances que des valides. Non, je suis un enfant béni. D'accord. Je suis un enfant béni. Et je vais te dire aujourd'hui, Derrick, tout ce que tu fais, Dieu voit. Oui. Il voit le cœur. Et il s'est dit, si je encourage ce monsieur, si je le motive, il fait faire davantage. Oui. Donc il faut que je lui donne. Un peu plus. Parce que moi, je suis croyant. Je suis croyant, je suis catholique. D'accord. Moi, quand... Quand jeûner, c'est la période carême ou vous avez quand même... Non, quand il y a un événement qui me dépasse, je prends, je remets à Dieu et j'ai la solution. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous propose de l'argent ou des avantages pour écrire contre quelqu'un et comment avez-vous réagi face à ce type de pression? J'ai eu beaucoup de sollicitations. Et qu'est-ce que vous avez fait, honnêtement? Non, honnêtement, j'ai souvent, peut-être que c'est maintenant qu'on a vu qu'on ne peut plus m'approcher. Oui. Je suis comme ça depuis, Eric. Un jour, quand j'ai créé mon journal, une personnalité de ce pays, je devais faire une enquête journalistique concernant un secteur d'activité. Oui. Et puis, il est au courant que je suis en train de faire... des enquêtes. Vous êtes en train de mener des enquêtes. Oui. Oh, ouais, parce qu'il sait que moi, je suis comme ça. Et puis, il envoie son SP me rencontrer. Oui. Il vient me rencontrer avec beaucoup d'argent là. Oui. Beaucoup d'argent. Il me dit que, bon, DP, est-ce que tu peux sursoir ce que tu veux faire? Parce que vraiment, si tu fais ça, ça va. J'ai dit au gars que, mon frère, ce que j'ai envie de dénoncer là, c'est pour les populations. Ce n'est pas pour mon intérêt personnel. Et je vais dénoncer. Donc, ça ne sert à rien de me donner l'argent. Il m'a dit, non, il faut prendre parce que... J'ai dit, va dire à l'intéresseur que moi, je ne peux pas prendre. Je vais seulement faire le travail. Maintenant, s'il voit que j'ai fait le travail et que ça lui a permis de résoudre ce problème-là, exactement. C'est là où toi, tu vas venir parce que là, je vous ai aidé. C'est là où tu pourras venir pour dire que, bon, voici... Voilà une enveloppe en les remerciements. Mais le type est parti étant rouge. Il est parti dire à la personnalité que vraiment, le type là, vraiment, il est carré. Mes gars, à l'époque, qui travaillaient avec moi, ils m'ont dit que, depuis comment tu peux faire qu'un G, on vient te donner l'argent, tu dis que tu ne le prends pas. J'ai dit que non. On ne mange pas n'importe quel argent parce que dès que tu manges là, tu es fini. Tu n'es plus crédible. C'est pour ça que, Derrick, tu me vois, je parle fort. Quand tu me vois, je parle souvent fort là. Je parle fort parce que je suis beau. C'est parce que je suis crédible. C'est parce que ma moralité là. Tu ne peux pas venir dire que non, je t'ai donné pour faire telle chose. Non. Alors, DP, malgré votre handicap, vous avez quand même eu beaucoup d'ingéniosité en ce qui concerne la gente féminine. Vous savez parler aux femmes. Vous avez réussi même à avoir 2 enfants. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cela avec surtout le regard des femmes? Parce que le regard d'une femme, c'est comme le regard d'une femme représente le regard peut-être de toute une société. Quand une femme vous regarde, vous avez l'impression de disparaître si vous vous sentez pas très à l'aise avec cette dernière. Derrick, tu veux que je te dise la vérité? Oui, vous avez géré les femmes comment? C'est maintenant que les femmes m'aiment. Je dois te dire la vérité, non? C'est maintenant que les femmes vous aiment. C'est maintenant que les femmes m'aiment. Ah ouais? Pourquoi? Tu crois que si je n'avais pas l'argent là, quelle femme allait me regarder? C'est l'argent. C'est le cap. C'est là. Hein? Elle me regarde là, elle me regarde. Mais je te dis que c'est maintenant que... Donc, est-ce que madame... c'est un jour dangereux. Est-ce que madame est là par rapport à l'argent? Non, je ne parle pas de madame. Oui, vous parlez des femmes. Il y a des femmes. Oui. Avant de connaître madame, tu parles. Il y a un passé. Oui. Mais je te dis qu'à l'époque, quand je n'avais pas l'argent, aucune femme ne pouvait m'accepter. D'abord, la femme te dit que qui va aller présenter un handicapé dans sa famille pour que tu que donc tous les hommes qui y a dehors là, c'est là les gens, c'est que tu as amené. Donc c'est la carte que vous avez jouée quand vous êtes allé voir la belle famille, vous avez joué la carte de celui qui est un peu... Non, il y a des filles qui s'en fichent de ça. Il y a des femmes qui s'en fichent. Merci de le reconnaître parce que des femmes, je connais mes belles femmes, surtout les Camerounaises. Non, il y a des femmes qui ne regardent pas la richesse. Non, elles ne regardent pas le handicap. Le handicap. Oui, que comme tu es handicapé, j'ai honte d'aller te présenter à ma famille. Non.
Mais il y a d'autres qui regardent. Elle te dit carrément que moi, je ne peux pas te présenter à mes parents. Parce qu'il ne faut pas que quand on va arriver là-bas, mes parents disent que donc, avec tous les hommes qu'il y a dehors, c'est les gens-ci. Donc, toi, tu nous amènes. Donc, comme si moi, je n'étais pas un être humain. Donc, tu vois, c'est blessant. Je ne pouvais pas, à l'époque, je ne pouvais pas. Je dis, c'est maintenant là que les femmes, même moi aussi, je joue le dangereux. Comment? Non, je ne peux pas. Mon cœur, le cœur là n'est pas la pierre. Hein. Quand les femmes vous approchent et vous voyez en elle une potentielle séductrice, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tout de suite, vous profitez de l'occasion ou bien... J'ai déjà ma femme d'abord. D'accord. J'ai déjà une femme à la maison. Okay. Donc, même si tu m'approches maintenant, que tu me dragues... Vous allez sortir l'eau bénie? Non, je te regarde. Et je te dis, j'ai compris. Le compris, là, ne veut pas dire qu'on sera ensemble. Non. Parce que dès que tu commences à faire ce championnat-là, tu ne vas pas tes responsabilités dans la vie. En passant, j'ai une fille. J'ai une fille, elle a 7 ans. Je l'ai eu avec bon, c'était une aventure comme ça. Et puis l'enfant est né. Mais... aujourd'hui, vous êtes fier d'elle. Elle fréquente encore, elle est encore petite. Elle est encore petite. Mais pour le moment, j'ai une petite amie. Pour le moment venu. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui exhibent, qui font la publicité sur leur femme. La femme, elle doit être encadrée. Elle ne doit pas être... Elle doit être cachée. Non, elle ne doit pas être exhibée. Ce n'est pas un trophée. Ça, c'est c'est votre philosophie à vous. Ma philosophie, mon éducation. Mais parfois, on a souvent les problèmes. Quand tu ne marches pas avec ta femme, elle va te bouder, elle va te dire que, voilà, et tes amis, chacun marche avec sa femme. Toi, tu es ce mal-là. Moi, il reste ici à la maison. Je dis que non, maman. Comme tu es belle là, si il t'amène dehors là, on t'arrache, les plus forts t'arrachent, moi, elle va faire comment? Donc, vous pensez qu'il y a plus fort que vous? Attends, il y a ceux qui sont plus forts. Non. Qui ont les... Je pense humblement que vous devez vous sentir plus fort. Et c'est votre femme qui vous donne. C'est une façon de blaguer. C'est une façon de blaguer. Mais je lui dis que la femme d'un grand ne se promène pas. D'accord, vous êtes un grand homme. Vous avez dit tout à l'heure avoir une fille de 7 ans. Et on sait que l'actualité tourne autour des fillettes qui se font dorénavant V. Je vais éviter d'utiliser le mot. Le cas le plus récent, on parle de la petite Divine. Quand vous entendez des cas comme cela, et vous, parents d'une petite fille de 7 ans, est-ce que vous pensez réellement que la justice camerounaise peut aider à calmer ou alors à guérir les blessures des cœurs vis-à-vis de cette actualité? Ce n'est même pas la justice. C'est le législatif. C'est nous, les Camerounais. C'est l'Assemblée nationale, le Sénat, la société civile qui doivent proposer des lois un peu plus dures pour condamner sévèrement ceux qui font ce genre de pratique. Ceux qui exercent ce genre de pratique sur les mineurs, sur les enfants. Un enfant mérite la protection. On ne peut pas comprendre que ces prédateurs sexuels, avec toutes les femmes qu'il y a là dehors, c'est seulement sur les mineurs qui veulent montrer leur appétit vorace. Ça fait mal. Quand j'ai suivi ça, Derrick, ça m'a fait mal. J'ai pensé à ma fille. Que les législateurs votent les lois très, très, très rigides envers ce genre de personnes. Et que ça doit servir de leçon. Que dès que tu commets ce genre de choses, on te fait passer un message qui correspond à l'acte que tu as posé. Parce que si on laisse passer, je te dis que c'est une dérive. Et je ne peux pas... moi, j'ai condamné, je vais te dire, j'ai condamné cela et je me suis posé beaucoup de questions. Et je te remercie pour cette question-là parce que je me disais... C'est pour ça que je t'ai dit que c'est nous tous qui devons condamner ça. Et quand je dis nous tous, j'ai posé la question, où sont les influenceurs? Il y a des gens qui sont suivis à des millions, qui ont des millions d'abonnés. C'est vrai. Ils sont où? Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de ces influenceurs? Ils doivent sensibiliser, ils doivent faire des messages de sensibilisation. Ils doivent mettre la pression aux dirigeants pour instaurer des lois, des arsenals juridiques. Tu comprends un peu, non? Pour sanctionner ce genre de choses.
Mais on ne peut pas comprendre que les gens ont des millions d'abonnés. Mais il y a des événements comme ça passe. Mais ils sont champions pour venir nous narguer sur les réseaux sociaux comment ils vivent à Dubaï, comment ils vivent aux États-Unis, comment ils achètent les Range Rover de 50, 100 millions avec des montres de 25 millions. Toi-même, sans sens. Ça n'a pas de sens. Voici là où on les attend. Depuis la petite Divine, et petit bébé Matisse, et ce qui a suivi, est-ce que, dis-moi, ils sont combien qui ont fait des sorties? Ils sont peu nombreux quand même. Mais si c'était Paul Biya, là, ils allaient sortir. Ils allaient venir raconter leur vie sur les réseaux sociaux pour dire que Paul Biya doit partir. Voilà les sujets d'actualité où on a besoin de... C'est important, là. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de réactions tout autour de la disparition de la petite Divine. C'est vraiment, et nous disons que nous sommes de tout cœur avec la famille qui nous regarde certainement dans ce podcast. Il y a eu beaucoup de réactions et la réaction la plus choquante, c'est le monsieur qui disait « Mais qu'est-ce qu'elle est partie faire dans ce bâtiment ?» Elle a dû peut-être séduire le monsieur. Et là, je me pose la question, quel est votre regard sur ce type de commentaire? Comment est-ce qu'une fille de 11 ans peut séduire un vieillard adulte? Un adulte. Non, en fait, celui-là, son cerveau n'était pas en place. Je me suis dit, il avait déjà pris peut-être, on vous appelle ça comment? C'est que les gars du Mbolo appellent là, on appelle ça comment là? Je ne connais pas beaucoup de drogue, hein. Ça peut être... Vous appelez ça comment là, les gars du Mbolo? Les cailloux? Le Kyo, il avait déjà pris. Le Kyo. Je crois qu'il avait déjà pris le Kyo. Okay. Parce que lui-même, s'il a les enfants à la maison, et il va s'asseoir sur les réseaux sociaux. Attends, il prend les réseaux sociaux là comme quoi? Moi, je ne comprends pas. Ou bien il venait d'avoir le téléphone portable. Mais subitement, il a commencé à écrire n'importe quoi. D'épée d'État. Nos filles doivent être protégées tout comme vous protégez vos femmes. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Les parents parce que les prédateurs sont partout. Derek, je ne coupe pas. Je vous écoute. La faute, c'est aux parents. Aux parents, d'abord. L'État va faire ce qu'il doit faire. Oui. Et qu'est-ce que les parents doivent faire? Les parents doivent éduquer leurs enfants. Oui. Derek, quand tu nous vois nous autres, quand tu nous vois nous autres comme ça, c'est parce qu'on a reçu une bonne éducation de nos parents. Oui, ça se voit. Et l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je dois transmettre ça à ma fille, à mes enfants. Mais je te dis qu'il y a un laisser aller. Parce que quoi, le téléphone portable est devenu le parent. Oui. La télévision, là, est devenue le parent. Où sont les parents? L'éducation a foutu le camp. Oui, c'est pour ça que vous avez vu dans un discours du président de la République, il a demandé, les parents sont où? Les parents doivent éduquer leurs enfants. Tu dois savoir où ton enfant se trouve. Il mange quoi? Il fait quoi? Il est avec qui? Tu vas abandonner un enfant pour dire que non, je m'en vais chercher un habit, je m'en vais chercher peut-être 2000 francs ou bien 3000 francs. Derrière, on recevait faire les actes ignobles sur ta fille et décède. Ça sert à quoi d'abandonner donc l'enfant à la maison? Si tu perds, peut-être le plus important, on sait que le plus important, c'est de fonder une famille pour un homme. Parfois même, c'est ta seule fille. Hein? Oui. Donc, les parents, on doit taper sur les mains des parents. Parce que les parents ont abandonné l'éducation. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme au Gabon, supprimer les réseaux sociaux un temps soit peu pour discipliner cette jeunesse justement sur l'utilisation des réseaux sociaux? Non, chaque pays a sa façon. Oui. Chaque pays a sa manière de faire les choses. Okay. Vous savez que le président avait dit à apporter la liberté d'expression dans ces pays. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un président de la République fasse 42 ans au pouvoir. Coupe les réseaux sociaux là. Coupe seulement ça pendant une semaine. Et va voir si tu auras la paix chez toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les habitudes. Hein? Au Gabon, c'est parce que il y a eu un nouveau système, un nouveau président qui est arrivé. Et il a dit que bon, les dérives, si. Moi, je ne veux plus. Il faut arrêter. Là, nous sommes dans un système où nous avons un père de la nation. Oui. C'est compliqué. Mais justement, les réformes que les Camerounais attendent là, vous comprenez bien, non? Oui. Il y a l'audace et le courage de certains Camerounais qui peuvent dire stop, arrêtez. Mais beaucoup là sont des complaisants. Justement, on parle de cette réforme. Entrons un tout petit peu dans ce remaniement
tant attendu par les Camerounais. On entend souvent les jeunes dire qu'ils sont délaissés dans la sphère de décision au Cameroun. Pourtant, lorsqu'ils accèdent à des postes de responsabilité, certains deviennent méconnaissables. Donc, comme ils se perdent, on dirait qu'ils se perdent avec le lien face au peuple, quoi. Alors, dites-moi, comment, justement, quel est le type de jeunesse qu'on peut avoir au pouvoir pour espérer avoir une progression ou alors une économie qui prospère de la bonne façon? Derrick, je dirais, on veut une jeunesse comme toi et moi. Tu vois, tu es en train de travailler là, non? Oui. Est-ce que c'est facile ce que tu es en train de faire là? Depuis que je suis arrivé, j'ai vu comment tu montais les micros. Tu voyais, tu mettais tout en ordre. C'est facile. Ce que tu fais là, c'est facile. Non, pas du tout. C'est le sérieux. On veut des jeunes travailleurs. On ne veut pas les jeunes qui sont parachutés. Donc, vous pensez que la jeunesse, parce que c'est le mandat de ce septennat, la jeunesse, c'est une jeunesse une jeunesse travailleuse qui peut transformer ce pays, vous pensez? Oui, on doit travailler. OK. Pour que les jeunes espèrent au Landerneau être au centre de décision, ils doivent travailler. Ils doivent être sérieux. Ils doivent se prendre eux-mêmes d'abord au sérieux. Au sérieux. Ça veut dire, avant de... Bon, ce n'est pas écrit au front que voici un jeune sérieux. Mais il y a parfois, par les actes, par les attitudes, par la probité morale, vous comprenez qu'ici, il y a quand même quelqu'un qui est sérieux. Ce qui on peut comprendre. J'allais oublier, il y a la crainte de Dieu. Parce que dans tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu devant. Mais il y a des jeunes là. Et d'abord, ils ne croient même pas en Dieu. Tu sais à quoi ils croient? Ils croient quoi? L'argent. Aux influenceuses. Mais c'est important. Vous voulez aussi dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Je dis, tu ne comprends pas. Vous voulez aussi dire que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent fait le bonheur. Oui. Mais il y a une façon de l'utiliser. Mais on doit aimer. Et il y a des jeunes Quand là. on est jeune, on doit aimer quoi? Derrick. Oui. Je dis souvent aux gens que pour connaître un Camerounais, pour connaître un bon Camerounais, prends l'argent, tu donnes au Camerounais. Tu dis, voici 10 000. Oui. Tu dis, partage à tes deux frères. Si tu tournes le dos, tu n'entends pas le bruit. Ça, c'est un bon Camerounais. OK. Sur le partage, il dit, si tu tournes le dos, après avoir donné 10 000, là, tu tournes le dos, tu n'entends pas le bruit. C'est que c'est un bon Camerounais. Mais si tu tournes le dos, comment tu dis, pourquoi toi tu prends 3 000? Pourquoi tu me donnes 1000 francs? C'est ma relation. Là, c'est quoi? C'est ça le Cameroun. D'accord. Tu comprends un peu, non? Je comprends. Et tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation, parce qu'il y a ceux qui ont souvent, ils ont le cœur comme l'hippopotame. C'est ce que tu es en train de décrire là. Que dès qu'on le met aux affaires là, il est d'abord doux comme l'agneau avant d'être au pouvoir. Mais dès qu'il est ministre DG, tu appelles, il renvoie l'appel. Il renvoie l'appel. Tu viens même demander l'audience, il ne te reçoit pas. Il ne sait pas que un matin, il est arrivé, un soir, il peut partir. Et ça continue. Et le soir, c'est pas loin, c'est souvent à 17h. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez peur de quelque chose aujourd'hui, DP? La seule chose que j'ai peur, c'est la mort. Vous avez peur de la mort? La mort. Quand je dis la mort, je ne sais pas. Je me pose souvent la question qu'il va mourir comment? Il va mourir comment? Vous avez vu Jésus? Quand Jésus a fait tout son parcours, il avait fait tout son parcours avec ses disciples à la dernière minute, avant de mourir. Il y a un verset qu'on aime souvent dire là. Il y a un passage sur la Bible là. Quand Jésus était au niveau de la croix, on a dit, et Jésus pleura, c'est le plus court verset de la Bible. Et Jésus pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il a vu la mort venir. Il a vu la mort venir. Donc, il s'est dit, hey, donc je vais abandonner tout ça. D'accord. Donc je vais quitter de ce monde pour partir. C'est ça, moi j'ai peur. Ce podcast peut laisser une empreinte vocale. Et après votre départ, justement, vu qu'on parle de la mort, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on parle, on pense de vous, qu'on dise de vous? Bon, déjà, de mon vivant, on dit que je suis celui-là qui a un bon cœur, qui défend les pauvres. Et puis on dit vraiment que vous avez un bon cœur. Oui. On dit ça? Fais le témoignage. D'accord. Que je défends les pauvres.
Oui. Je vous ai vu à l'œuvre. Que j'assiste tout le monde. Même parfois, on ne t'assiste pas, mais ce n'est pas ça. Ouais. On fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Celui-là qui a une probité morale correcte. Celui-là qui s'habille bien et cher. Ouais. Parce que l'argent que je travaille, c'est pour que je sois élégant, Derrick. Comme Tom, tu me vois là. Je ressemble à quelqu'un qui... Je vous ai posé la question, est-ce que vous voulez être plus frais que le présentateur de ce podcast? Non, vous êtes très élégant. Et au quotidien, c'est comme ça. D'accord. Moi, je dis aux jeunes qui veulent être comme moi, qui veulent être comme les Samuel Eto'o et consorts, il y a d'abord au niveau de l'habillement. D'accord. Si m'avait vu un responsable, va pas peut-être voir un DG, j'ai un jean troué, il va pas me prendre au sérieux. Mais pas l'habillement, même si les poches là sont vides. Et dès qu'il va te voir, il va dire que voici quelqu'un ici. Justement, en parlant des jeans troués, quelle est l'erreur, ou alors quelles sont les erreurs que les jeunes commettent aujourd'hui qui bloquent justement cette évolution dont on parlait tantôt? C'est l'éducation, je t'ai dit. Tout est basé sur l'éducation. Tout est basé sur l'éducation. D'accord. Derrick, quand tu me vois, je m'habille bien. C'est une éducation. Quand on te dit, monsieur, il faut bien t'habiller. Quand tu sors, tu ne sais pas que tu peux rencontrer. Oui. Hein? Tu peux rencontrer une belle femme. Mais quand elle va te voir délabré là, comme un voyou là, elle ne peut pas te regarder. Oui. Alors que si tu sors bien habillé, elle va jeter quand même le regard. Et en partant, elle va donner un commentaire que le type là, il est bien habillé. Hein? Voilà. Quelles sont les valeurs de la famille que vous prenez en tant que directeur de publication? Quelles sont les valeurs que vous prenez? L'éducation que nos parents nous ont donnée. Oui. La famille est composée du père, la mère et les enfants. Être croyant. Oui. Respecter les parents qui sont nos dieux. Derrick, depuis que tu es né, tu as vu Dieu. Pas encore. Tu ne vas même pas le voir. Comment pas encore? Tu vas seulement voir Dieu quand tu vas mourir. Mais oui, mais je vais le voir. On dit que le salut est personnel. Quand tu ne sais pas s'il voit Dieu ou pas. Tu ne peux pas. Ouais. Tu veux faire quoi là? Tu es charlatan. Tu es un marabout. Tu vas voir Dieu comment? Ouais. Attends. Là où Dieu est là. Ouais. Il est placé là. Je sens sa présence. Je ressens sa présence. Laisse le ressent. On dit voix. Il est là. Là où nous sommes là, il y a Dieu. Bon, tu vas le voir comment? Hein? Si tu veux dire que tu as... Non, toi aussi. C'est un Dieu. Ouais. C'est ton père et ta mère. Voilà tes dieux que Dieu t'a donné. Le père créateur là. C'est eux que tu vois au quotidien là. Voilà ton Dieu. Ouais. Mais si tu ne respectes pas tes parents, que tu passes le temps à insulter tes parents, à les bastonner, qu'est-ce que tu vas avoir dans ta vie? Rien. Zéro. Voilà les valeurs qu'un jeune, un homme doit prôner. Le respect des aînés. Être croyant, quelle que soit la religion, être croyant. Ne pas être, avoir la crainte de la chose publique. Et d'autrui. Parce qu'il y a des jeunes là qui volent plus que les souris. Je dis plus que les souris. D'accord. Que tu le nommes à 17h, à 13h, à 17h, il a fait le forfait. Il a pillé les biens publics. Non. BP, si les gens ne sont pas comme ça, hein, mais... vous n'êtes pas comme ça. Oui, mais c'est des valeurs qu'on doit défendre, ces valeurs-là. D'accord. La probité morale. Quels sont les leaders que vous aimeriez incarner en tant que directeur de publication? J'ai tellement beaucoup de leaders. D'accord, on vous écoute. Mais on a toujours un top 5. OK. Votre top 5 des leaders que vous aimeriez incarner en tant que directeur de publication? En première position, bon, je m'en fous. Hein. Ils vont dire que ce sont mes amis. Mais je suis objectif dans ce que je dis. D'accord. Et je crois que tout ce qu'on vous demande. Beaucoup de Camerounais verront également que ces personnages sont atypiques. La première personnalité pour moi, je voudrais incarner le ministre délégué à la Défense. Monsieur Joseph Betty-Assommo. C'est un monsieur que j'aime voir, j'aime regarder. Il est très républicain. Il est fidèle. Il est loyal. Il est généreux. Il est tempéré. Il est tempéré. C'est vrai. Il n'est pas dans l'ostentatoire comme les autres là. Non. Voilà pour moi la première personne.
Je pense que j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois et la dernière, c'était à Yos. Et ce monsieur... Il est effacé. Très effacé. Et je dis effacé. Oui. Mais quand vous arrivez, quand vous voyez les cérémonies protocolaires, vous voyez la voiture, vous voyez sa voiture de fonction. C'est une 607. 607. On vous dit que c'est lui, ministre de la Défense. Hein? Mais les autres, là, vous l'avez un V8 écrit. Oui. Ils vous montrent que le pouvoir n'est pas sur le véhicule. Hein? Le pouvoir est ailleurs. Le pouvoir est ailleurs. D'accord. C'est ça. Deuxième personnalité que vous aimeriez incarner. Alors, le ministre des Transports, Ngalé Bibé. Pourquoi? Pour moi, parce que c'est un bosseur. Okay. C'est également un type de défi. C'est un gars effacé. Il est loyal. Il n'est pas dans les intrigues. Regardez, observez bien le secteur des transports. D'accord. Il y a souvent des petites grèves là-bas qui réussissent de temps en temps également à décanter. Mais je vous dis, c'est un monsieur posé. D'accord. Parce qu'on connaît ceux qui sont bruyants. Ceux qui sont beaucoup de bruit là, il n'est pas... On ne va pas les citer. Hein. Oui, non, je ne peux pas. Même si je les cite, ils ne vont rien me faire. Ils vont rien me faire. Je vous en prie, ne faites pas ça. Il y a lui, Oui. le ministre Ngalé, ça fait déjà deux. Oui. En troisième position. Le DG de la CATV. Oui. Charles Ndongo. Ouais. C'est le net Monsieur Charles Ndongo. C'est le net le plus discret. Pour moi, c'est le meilleur. Oui. Le meilleur, quand on dit journaliste au Cameroun, j'aimerais être comme Charles Ndongo. D'accord. C'est un monsieur qui connaît. D'accord. Il a la prestance. Très humble. Très humble. Exactement. Pour toi. Quatrième position. Quatrième position. Ouais. Il y a le ministre Esso, ministre d'État, qui est un homme froid. Alors, vous voulez être froid? Mais quand tu veux diriger le pays, on ne doit pas manquer les dents. Sinon, on va te manquer du respect. Quand il dit froid, ça veut dire qu'il ne peut pas te saluer. Froid, ça veut dire... quand on est froid, on est républicain. Hein. Ouais. On est juste. On n'est pas... On ne divague pas. Ouais. On n'est pas de gauche à droite. C'est ça, pour moi, j'appelle une personne froide. D'accord. Il est froid. Mais ce genre de personnes également, il n'est pas aimé. Ils ne sont pas aimés, ce genre de personnes. Mais pour moi, c'est... D'accord. Et en cinquième position, finalement? En cinquième position, c'est l'ancien Premier ministre, Yang Philibon. Ancien Premier ministre. D'accord. Philemon Yang. Aussi très posé. Il a été l'un des premiers ministres camerounais les plus élevés. Très posé. D'accord. Il est effacé. Il ne parle pas. En une année, tu ne peux pas entendre sa voix. Hein. C'est difficile même d'écouter sa voix. D'accord. C'est vrai que quand on parlait de ce classement, vous avez dit que ce sont des personnes que vous admirez, vous en avez tellement. Vous avez cité Oswald Baboké. Oui. Oh, je vous rappelle quelque chose, allons-y. Oswald Baboké. Oui. Monsieur propre. Quand vous le voyez, oui. Mais il vous inspire. Quand vous le voyez à vue d'œil, il est propre, il est élégant. Il est posé. Vous avez causé avec on n'a pas encore eu le privilège, mais ça se fera. Dieu voulant. Je crois que Dieu va le permettre. Dieu va le permettre. C'est un monsieur poli. Il dit poli. Quand tu causes avec le ministre Oswald Baboké, mais ce n'est pas les caricatures qu'on fait, mais c'est un monsieur poli. D'accord. Il est au courant de tout. Il est informé. Il est loyal. Parce que c'est pas facile. Hein. Nous savons tous que diriger. Je vais te dire. Pour moi, c'est un modèle. D'accord. C'est un modèle jeune. C'est un bon exemple qu'on doit copier. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Que toi, tu prends seulement les gens qui ont beaucoup d'argent. Non. Ouais. Ça fait beaucoup d'années qu'il est aux affaires. Et c'est normal. D'accord. C'est normal. Mais il y a un détail que je voulais soulever là. Nous vous écoutons. Quand tu es jeune, tu dois également avoir des principes. Ouais. Tu dois avoir des valeurs. Ouais. Et pour moi, ce sont les principes et les valeurs que je partage avec ces personnalités-là. D'accord. Ce n'est pas par flagornerie que je le dis.
C'est parce que j'ai pris le temps d'observer, de regarder et d'apprécier. Voilà à peu près les 5 personnalités, 6 personnalités que moi, je voudrais incarner demain ou après-demain. Et s'il y a une citation d'un auteur que vous aimez pour terminer ce podcast, ça sera quoi? La citation du président Paul Biya. D'accord. Laquelle? Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ok. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais le qui peut. D'accord. Ça veut dire que pour être DP d'État, ce n'est pas le qui veut, C'est le qui peut. c'est le qui peut. D'accord. Voilà. Merci d'avoir suivi cette autre édition de C'est pas pareil. On espère que vous avez Quel appris beaucoup de Nini choses. veut. Ouais. Betan la mate. Attends. Attends, non. On y va. Quel Nini veut. Bertalam hati Bayi mama fight. Non, non, coupe. Ce n'est pas bon. Coupe le retour, coupe. Non, tu m'as vu? Laisse-le chanter normalement parce que le retour, ça m'embrouille. Non, ça m'embrouille. Non, ça m'embrouille. Le gars a chanté, il a rigolé tout de C'est quand il chante, je regardais, il y a que. Allons-y, chantons normalement. Quel Nini veut. Betan la mate. Bonne bambe, bayi bamba foy. Non, en fait, je ne chante pas très bien, mais. Oui, j'imagine. Le Nini veut. Ouais. Betan, en fait, C'est quoi le message? c'est Dieu Oui. qui envoyait Jonas Oui. aller délivrer, donner la bonne parole Oui. à ses enfants qui se trouvaient à Ninive. Oui. Et Jonas a dit à Dieu Oui. que là où toi tu m'envoies là, je vais faire comment pour aller parler aux gens là. Ouais. Parce que moi-même, Je ne sais pas marcher. il dit que monsieur, Ouais. tu vas aller évangéliser mon peuple Ouais. à Ninive. Ouais. Et il a été avalé par une baleine qu'il a jeté à Ninive. Donc c'est Pourquoi, malgré les obstacles, vous allez finir par accomplir la mission que vous avez désignée, Ninive. la mission divine. Betan la mate. Bonne bamene bayi bamba foy. Que le Ninive. Motan la mate. Bonne bamene benwe bayi bamba foy. C'est avec cette belle chanson que nous vous disons au revoir. Vous n'allez pas être avalé par ce podcast ou une grosse baleine, mais nous vous souhaitons le meilleur pour votre vie. Vous êtes musicien, vous êtes chanteur, docteur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce podcast et surtout merci pour les 6000 personnes qui se sont abonnées déjà pour ce podcast. Merci de nous faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Merci.